Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Gaët Minassian, il est journaliste au Monde et enseignant en relations internationales à Sciences Po Paris. Le conflit entre Israël et l'Iran fait rage et la région du Caucase en est chamboulée. On en parle tout de suite. Bonjour Gaët. Bonjour Annie et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous à chaque fois, c'est un plaisir. Donc nous sommes au 4e jour du conflit. Est-ce que la guerre, selon toi, est en train de s'installer entre ces deux pays? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, il y a une montée, des tensions, ça c'est clair, que, il est plus facile de commencer un conflit que de l'arrêter et ensuite, on ne sait pas jusqu'où peut aller, cette dégradation. Il y a des frappes aériennes de part et d'autre. Elles semblent plus massives du côté israélien contre l'Iran. Parce qu'il y a un rapport de force qui est quand même en faveur aujourd'hui d'Israël, soutenu par notamment les États-Unis et d'autres puissances. Et pour l'instant, tout porte à croire que le conflit va s'installer d'un point de vue bombardement aérien, mais il faudrait que les deux parties aient sur la table un plan, un plan B pour essayer de retrouver les voies de la sagesse et de la négociation pour sortir de ce conflit et savoir l'arrêter. Et quel est le pas entre justement un conflit et une guerre? Quand on parle de guerre, ça sonne quand même un peu plus fort. Quelle est justement cette fine ligne pour passer de l'un à l'autre? Est-ce qu'on en y Alors, est? ce qu'il faut savoir, c'est que le système international est un système qui génère de la conflictualité en tant que tel. Et donc, la question n'est pas de savoir s'il y a de la conflictualité, mais plutôt verticalement de savoir s'il y a une intensité basse ou une intensité haute. Et un conflit comme celui qui oppose Israël à l'Iran, c'est un conflit que l'on peut dire mondialisé, pas mondial, mais mondialisé en ce sens où les retombées peuvent être politiques, économiques et sociales à l'échelle, sinon mondiale, du moins régionale. Un conflit isolé, c'est un conflit qui oppose un, deux ou trois belligérants, mais dont les retombées sont circonscrites à un espace localisé, à un théâtre bien délimité, mais aussi circoncis par l'absence de retombées parce que les belligérants ne sont pas intégrés à tous les processus globaux. Et donc, ça reste un conflit local, mais pas un conflit mondialisé. Mais c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des conflits localisés. Parce que le monde est un monde interdépendant, parce que les nouvelles technologies font que les distances et le temps sont raccourcis, et donc forcément, le moindre conflit dans un espace donné peut avoir des répercussions ailleurs à l'échelle du monde. Justement, on va revenir un peu sur ce conflit pour essayer de le comprendre un peu plus. Donc, il y a eu des attaques déjà entre les deux pays en 2024. Il y a Israël avait attaqué l'Iran et l'Iran avait répondu. Ça avait duré plus ou moins un jour. Mais qu'est-ce qui différencie cette fois-ci ce conflit-ci aux attaques précédentes? À vrai dire, pas grand-chose. On est toujours dans une logique de bombardement aérien de part et d'autre, avec peut-être une différence fondamentale, non pas dans la conflictualité, mais dans le contexte. C'est que il y a un an, eh bien, il y avait encore la menace du Hezbollah contre Israël, celle du Hamas et celle de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, euh,
Israël a terrassé le Hezbollah au Liban, a vu la dynastie Assad tomber, être renversée en Syrie, et voit la situation à Gaza totalement changer en l'espace de un an et demi. Et c'est cette raison pour laquelle Israël frappe très fort l'Iran, sachant qu'il n'y a plus de menaces, ou quasiment plus de menaces, qui viennent du Liban et de Syrie. Ça, c'est le contexte. Et l'autre versant de ce contexte, c'est les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran à propos du programme nucléaire. L'Iran affiche son ambition. Il ne faut pas oublier le contexte du passé, le JCPOA qui a été violé, annulé par les États-Unis de Trump en 2018. Mais ces négociations ne donnent pas grand-chose apparemment, et Israël a décidé de taper. La question est de savoir si les États-Unis sont partie prenante de cette opération ou pas. Et c'est trop tôt pour se prononcer. Justement, pour parler du conflit et de sa... Je ne sais pas si on peut utiliser le terme de légalité, mais l'armée israélienne a lancé en premier l'offensive sur l'Iran. Et l'armée israélienne parle d'une offensive préventive pour justifier justement son attaque sur l'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est vraiment licite au niveau du droit international? Est-ce que dans son geste, l'Israël est dans sa légalité? Alors, la guerre préventive soulève cette question. Si je sais que mon interlocuteur va me frapper, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir le frapper avant qu'il ne me frappe? Est-ce que c'est relevant du droit international? Est-ce qu'il y a une atteinte au droit international? C'est toute une question qu'il va falloir que les juristes se posent pour pouvoir répondre à cette interrogation. L'Iran est affaibli depuis la perte de Bachar el-Assad, l'affaiblissement du Hezbollah et du Hamas, et Israël en a profité pour lancer ses raids. Parce que Israël ne veut pas entendre parler d'une bombe nucléaire iranienne. Et Israël a obtenu le soutien du G7, ce qui veut dire que si demain il y a une résolution, ou un projet de résolution plutôt, au Conseil de sécurité, il y a de fortes chances que un ou trois des pays occidentaux du Conseil de sécurité, des membres permanents, opposent son veto. Donc, on restera dans un flou juridique, comme pour la plupart des conflits post-bipolaires, où souvent il y a eu des guerres sans l'aval du Conseil de sécurité. Mais il n'y a pas un sentiment d'impunité envers Israël, du coup. On a l'impression que quand même Israël fait comme... c'est un pays qui prend des décisions, toujours soutenu en quelque sorte par l'Occident, et que en utilisant le droit international, ou en tout cas des termes, et comme tu le dis, c'est comme dans toutes les guerres, tous les conflits, il y a toujours une espèce de flou. Et donc là, est-ce qu'Israël reste dans l'impunité de ses actes? Alors, c'est pas à moi de répondre à cette question. Oui, oui, on sort complètement de l'expertise. Moi, je suis pas là pour, je suis là pour juger le caractère juste ou pas juste d'un conflit. Moi, j'observe le conflit, j'observe la guerre, et il y a manifestement un décalage entre le droit à la guerre et la réalité des conflits aujourd'hui. Mais pas uniquement avec Israël, que ce soit le Kosovo, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Ukraine.
on a des violations du droit international, du moins l'absence de résolution du Conseil de sécurité. Et donc, c'est tout le système international qui est en train de s'effriter. Et Israël, comme d'autres pays, se retrouve en porte-à-faux avec ce système international. Mais je ne jugerai pas le gouvernement israélien sur cette affaire, parce que c'est pas mon rôle. Mais il faut voir ça d'un point de vue plus global et se dire que l'architecture de la paix de 1945, sur laquelle l'Israël contemporain a été fondé, eh bien, cette architecture de la paix est en train de se désinstitutionnaliser, de se détricoter. Et c'est cela qui pose un véritable problème pour les puissances majeures ou le Conseil de sécurité. L'autre point qui nous touche, nous, Arméniens, plus directement, c'est le fait que l'Iran est un voisin de l'Arménie. Au-delà de ça, c'est aussi un allié de l'Arménie. Comment, justement, se place l'Arménie dans ce conflit? L'Iran n'est pas un allié de l'Arménie. Il faut faire attention aux mots. C'est un partenaire privilégié, mais ce n'est pas un allié de l'Arménie. Si c'était un allié de l'Arménie, quand l'Arménie a été attaquée par l'Azerbaïdjan, peut-être pas en 2020, mais au moins en 2021, 22, si c'est une alliance, l'allié intervient. C'est valable aussi pour la Russie. Donc, faut faire attention aux mots. Partenaire privilégié, oui, puisque l'Iran apportait une forme de garantie de respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie, notamment le sud. Mais pour autant, il y a un nouveau contexte au Caucase du Sud qui fait que c'est très difficile d'imaginer les retombées de ce conflit entre Israël et l'Iran d'un point de vue mécanique et automatique euh, dans les trois républiques du Caucase. Ici, en Arménie, on en parle quand même. Il y a quand même pas mal d'analyses qui sont faites. Évidemment, on imagine des scénarios. C'est aussi l'objectif, je pense, des analystes d'imaginer quel scénario pourrait se mettre en place pour l'Arménie. Et on entend beaucoup parler du fait que les retombées économiques vont être dures aussi pour l'Arménie, puisqu'il y a déjà la fermeture d'une route commerciale entre l'Iran et l'Arménie. Et on sait que l'Arménie dépend beaucoup de l'importation iranienne. Ça, c'est une des retombées qui pourrait avoir des conséquences économiques. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça? C'est pas tant... Effectivement, il y a un risque de voir le niveau des relations économiques se réduire et de dépendre essentiellement de la Géorgie et des ports de la mer Noire. On n'en est pas là, fort heureusement. Et ça pose aussi la question de l'ouverture de la frontière avec la Turquie pour pouvoir diversifier l'économie de l'Arménie. Mais sur le plan sécuritaire, ce qui se passe actuellement entre l'Iran et Israël soulève la question de la menace azerbaïdjanaise sur le sud de l'Arménie. Je pense que Bakou n'est pas en mesure aujourd'hui de réaliser les plans les plus fous contre l'Arménie. Parce que l'Iran n'est pas abattu, elle dispose toujours d'une puissance militaire terrestre, et si Téhéran a suffisamment d'éléments qui orientent la réflexion stratégique iranienne vers une menace qui viendrait de l'Azerbaïdjan, il y a fort à parier, mais
tout en prenant les précautions d'usage, il est fort à parier que les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan traversent une zone de turbulence, qui ne veut pas dire de guerre forcément, ou d'invasion de l'Azerbaïdjan par l'Iran, non, mais on revient à la conflictualité, et cela peut se traduire par différentes manières. Et alors, on a parlé, tu as évoqué justement la Turquie, et dans le contexte de cette fragile dynamique, où on a l'Arménie, l'Azerbaïdjan qui cherchent à prendre le sud donc, du territoire arménien et qui s'en cachent pas, et les intérêts turcs qui jouent sur donc, la Turquie qui joue quand même pas mal dans les deux camps en voulant améliorer ses relations diplomatiques avec l'Arménie mais tout en mettant des conditions azerbaïdjanaises. Comment est-ce que ce conflit pourrait éventuellement remodeler l'équilibre des pouvoirs régionaux? Mais déjà, les équilibres régionaux ont déjà été redéfinis depuis quelques années. Donc, est-ce que ça va aller dans le sens que l'on attend dans le cadre d'un processus qui est lancé depuis 2020, avec la victoire militaire de l'Azerbaïdjan, ou est-ce que cela va casser ce processus et est-ce qu'on va revenir à quelque chose qui est difficilement définissable, mais qui ne ressemblerait pas à ce qui s'est passé depuis 2020. N'oublions pas aussi le rôle de la Russie, et qui se voit exposé dans son partenariat avec l'Iran depuis les raids israéliens contre Téhéran et d'autres villes iraniennes. Donc ça la pose le problème aussi de la solidité de ce partenariat stratégique entre la Russie et l'Iran. La Turquie, elle, a compris que sa valeur stratégique, qui était déjà élevée, est encore plus élevée depuis la décision européenne de se renforcer sur le plan sécuritaire et défense. Donc la Turquie est un partenaire qui va devenir de plus en plus fiable pour Bruxelles, pas à la fois en tant que pays de l'OTAN, mais aussi en tant que pays riverain de la mer Noire et proche de l'Union européenne. Et donc les relations entre la Turquie et la Russie ne sont pas au beau fixe, mais elles ne sont pas non plus négatives. Donc la Turquie joue sur plusieurs tableaux, vous avez raison, mais tous les pays aujourd'hui jouent sur plusieurs tableaux. Et c'est là le flou, le brouillard dont vous parliez. Il n'est pas que militaire, il est aussi diplomatique. Et il faut que chaque pays continue à jouer sur ces différents, je dirais, processus, que ce soit la Turquie, la Russie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, si on prend les 6. Mais en même temps, vous avez d'autres acteurs qui ont aussi leur intérêt dans la région, et je pense à la Chine, à l'Union européenne, à la France, les États-Unis, qui, qui doivent tous se poser la question, est-ce que le Caucase du Sud doit rester à l'écart de ce conflit entre Israël et l'Iran, ou est-ce qu'il y a un risque de voir le Caucase du Sud s'embraser entre l'Ukraine, la Russie au nord, et Israël et l'Iran au sud. Et donc, dans cette configuration, vous avez remarqué la différence de position entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par rapport au conflit entre Israël et l'Iran. L'Arménie n'ayant pas beaucoup de relations avec Israël, mais dépendant fortement de l'Iran, comme vous l'avez dit économiquement déjà. Donc, c'est plus facile pour l'Arménie de condamner les raids israéliens contre l'Iran, tout en appelant à une solution négociée. Et c'est en fait, ce message était adressé à l'Iran, mais aussi à Bakou et à la Turquie, pour dire en gros, nous, on est capable de dire ça, et vous, Bakou, vous êtes capable de dire quoi?
Et Bakou a répondu uniquement, parce qu'il fallait qu'elle sorte de son silence, et Bakou a répondu que l'Azerbaïdjan ne laisserait pas quiconque traverser son espace aérien. Ce qui était un message adressé à l'Iran pour dire qu'Israël ne pourrait pas utiliser le territoire azerbaïdjanais comme une sorte de base de repli ou de départ. Pour le Mais en compte, même temps, oui. il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas de condamnation de la part de l'Azerbaïdjan à l'égard d'Israël, à l'encontre d'Israël. Il y a, Parce que l'Azerbaïdjan est à mi-chemin entre Israël et Téhéran. oui, c'est ça. Donc l'Azerbaïdjan, comme pour l'Iran, est un partenaire privilégié pour l'Arménie. L'Azerbaïdjan l'est aussi, Israël aussi l'est pour l'Azerbaïdjan dans son achat Mais d'armes, oui, par mais exemple. n'oubliez pas non plus que les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, économiquement, sont fortes. Oui, oui, ils sont très fortes. Et qu'il y a eu récemment des manœuvres militaires conjointes. Dans le Et donc, Haut-Karabakh. est-ce que ça veut dire exactement, est-ce que ça veut dire pour autant que cela peut se dégrader? Je pense que l'Azerbaïdjan, voyant que l'état défensif de l'Iran n'est pas encore affecté, n'a pas intérêt à envenimer la situation pour l'instant. En fait, en fait, les planètes du côté azerbaïdjanais ne sont pas alignées pour attaquer. D'abord, la Turquie ne veut pas de guerre. Deuxièmement, l'Azerbaïdjan a réussi à faire évacuer la présence russe en Azerbaïdjan, si on part du principe que le Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan. Est-ce que Bakou pourrait prendre le risque, en attaquant l'Arménie, de favoriser un retour de la Russie dans la région? Ils sont pas fous, hein, à Bakou. Ensuite, il y a un risque de sanction de l'Azerbaïdjan de la part des pays occidentaux s'il y a une agression contre l'Arménie. Et enfin, vous avez un risque de conflictualité entre l'Iran et l'Azerbaïdjan s'il y a une atteinte à la sécurité de Téhéran. Sans compter le rôle que peut jouer l'Inde militairement et la Chine politiquement et économiquement comme moyen de pression sur Bakou. Merci, Kate. Merci beaucoup, Annie. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.